l'année, consacrée cette fois-ci à la transition hospitalière vers un modèle ambulatoire. Alors, je suis Olivier Cotten, je dirige le bureau européen de The Marketech Group ici à Nantes, et j'ai le plaisir d'avoir autour de cette table ronde Bernard Bensadoun, qui est voisin puisqu'il dirige la polyclinique de l'Atlantique à Nantes, Monsieur François Rouchette, qui est directeur général adjoint de l'Institut Jean Godinot à Reims, et Monsieur Jean-Michel Budet, directeur général adjoint de la PHM. Aujourd'hui, l'idée dans cette discussion c'est de faire un rapide tour d'horizon des pratiques actuelles en ambulatoire et puis surtout d'évoquer les perspectives d'avenir et les principaux impacts que cette hausse d'activité de l'ambulatoire aura sur le paysage hospitalier français. Dans un premier temps, et je ne sais pas qui souhaitera prendre la parole, mais je propose peut-être qu'on puisse essayer de définir rapidement, en tout cas de dire de quoi on parle. Est-ce qu'on parle, lorsqu'on parle d'ambulatoire, est-ce qu'il y a une confusion possible par exemple avec l'HAD ou pas, mais qu'on puisse en tout cas fixer les grandes lignes de notre discussion. Qui souhaite prendre cette première parole de l'année ? Je peux vous dire en deux phrases comment les textes définissent l'activité ambulatoire. C'est une hospitalisation de moins de 12 heures, sans hébergement de nuit, qui intègre des actes chirurgicaux la plupart du temps programmés et qui nécessite les conditions techniques classiques pour la chirurgie, c'est-à-dire les conditions de sécurité d'un bloc opératoire, une anesthésie adaptée et une surveillance post-opératoire. Est-ce que vous avez tous ces mêmes... On est d'accord sur la définition, mais il faut, je pense qu'elle soit élargie au-delà de la chirurgie, parce que finalement, cette définition, elle s'applique à l'ensemble des activités hospitalières sans hébergement, et je pense que il faut qu'on ait une vision plus large que celle de la simple chirurgie. Bien sûr, oui, vous avez raison. Et quelle serait votre vision si on élargit justement, Monsieur Budet ? Je pense qu'aujourd'hui, ce mode de prise en charge qui est souhaité par les patients est rendu possible par l'évolution des techniques médicales. Et je pense que c'est très adapté et ce sera de plus en plus adapté à la cancérologie, à un certain nombre de prises en charge qui peuvent être faites de façon très courte, avec des patients qui seront de plus en plus des patients âgés, connus et avec des pathologies chroniques. Donc on a devant nous une part d'activité très importante qui va pouvoir être réglée sans hébergement. Monsieur Rouchette, peut-être est-ce que vous avez la même vision, sachant qu'en plus vous êtes sur centre anticancéreux? C'est vrai qu'au départ, on pense, quand on parle ambulatoire, essentiellement à la chirurgie. C'est vrai que ça peut s'adapter à d'autres pathologies. En ce qui concerne la cancérologie, c'est une tendance lourde qu'on attend en plein développement dans les prochaines années, en ce qui concerne nos modes de prise en charge. Mais ce type de prise en charge se heurte quand même à l'éloignement géographique de certains patients, car tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne. Nantes-Angers sont très très bien logés, par exemple. Des départements ou des régions comme la Champagne-Ardenne ou la Lorraine, assez étendues, avec une population peu dense et des villes peu denses, sont quand même moins bien, comment dire, achalandés en termes d'établissement de santé. Et lorsque vous renvoyez des gens âgés, affaiblis chez eux dans la campagne, en cas de pépin, les hôpitaux périphériques ne sont pas forcément toujours adaptés pour les prendre en charge. Donc c'est quand même une limite. Mais c'est vrai. Est-ce qu'il est possible de donner une part actuelle de ce que représente l'ambulatoire aujourd'hui en France? Est-ce que c'est des notions que vous avez, vous, déjà en tête en fonction des typologies d'établissements que vous représentez, hein, puisque, pour rappel, il y a une clinique, un institut cancéreux et puis un établissement public, hein. Sur la cancérologie,
la moyenne des CHU est assez, la médiane des CHU est assez faible, hein, puisqu'ils sont à 0,81% d'actes en ambulatoire, en chirurgie. En ce qui concerne l'établissement de Reims, on était à 1,21 en 2011, on a fortement descendu, on est à 0,69 en 2012 en pourcentage, suite au départ d'un chirurgien extrêmement orienté ambulatoire. Donc c'est aussi dépendant des pratiques chirurgicales. Sur la chirurgie, il y a un travail qui a été présenté à l'Académie de chirurgie à l'automne, qui visait à déterminer quelle était la cible possible de la chirurgie ambulatoire. Et en partant d'un constat qui était qu'en 2012, si on prenait la base nationale PMSI, on était à un peu moins de 40% d'actes ambulatoires. Et donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on est capable quel progrès on est capable de faire sur les 60% restants. Et là, quand on regarde ça, on est obligé de prendre en compte effectivement ce que vous avez dit, c'est-à-dire les patients âgés, les urgences, enfin un certain nombre de comorbidités ou la chirurgie lourde, enfin un certain nombre de choses qui ne peuvent pas rentrer dans l'ambulatoire. Et après avoir fait tout ça, on arrive à un potentiel de progression de 25%. Donc on pourrait dire qu'on peut passer de 40 à peu près à une soixantaine de pourcents de l'activité actuelle de chirurgie qui pourrait basculer du côté ambulatoire. Donc c'est ça la marge de progression. Au-delà, on ne pourra pas beaucoup progresser puisqu'on va tomber sur des contraintes incompressibles. Monsieur Ben Sadoun, ça c'est pour la part de la chirurgie. Peut-être la voie du privé, est-ce que ces chiffres annoncés vous conviennent? Je m'inscris complètement dans ce que vient de dire Monsieur Budet. Je dirais juste en complément que on a pour le coup, pour l'ensemble des établissements de santé, privés et publics, un objectif qui est un objectif ministériel qui doit nous amener à 50% d'actes de chirurgie ambulatoire à horizon 2016. Notre ministère de tutelle s'y emploie avec le relais en région des ARS, soit avec des mesures incitatives, soit avec des mesures coercitives. Mais se dire que la France est plutôt en retard sur le développement de la chirurgie ambulatoire lorsqu'on se compare à d'autres pays équivalents et que Jean-Michel Budet a raison de dire qu'on a une marge de progression et là où il l'a située. Est-ce qu'il y a des services qui sont plus faciles ou typiquement dédiés aujourd'hui et demain à une pratique ambulatoire? Alors, plus que des services, ce sont des types d'actes ou des disciplines qui se prêtent mieux. Là, je vais encore parler de la chirurgie ambulatoire, mais les collègues compléteront. La Caisse d'assurance maladie avait, en lien avec la Haute Autorité de Santé, identifié des actes opératoires qui, en référence, devaient être réalisés en prise en charge de type ambulatoire. Il y avait, dans un premier temps, 17 actes qui avaient été jugés comme préférentiellement ambulatoires et qui ont été portés à 38. Ça concerne essentiellement des actes de chirurgie ophtalmologie avec la cataracte, le strabisme, des interventions de chirurgie dentaire ou maxillofaciale avec tout ce qui est avulsion dentaire. Il y a de la chirurgie gynécologique avec des actes de gynécologie basse. Il y a également tout ce qui est traitement des phimosis, circoncision. On est dans ce champ-là, et pour être quasi exhaustif, il y a tout ce qui est chirurgie proctologique, donc la chirurgie des hémorroïdes principalement. Ok, vous avez évoqué tout à l'heure des incitations financières. Aujourd'hui, comment celles s'expriment? Ça s'exprime par des mises sous-ententes préalables, pratiquement. Enfin, il y a une contrainte à traiter ce qui vient d'être dit dans le cadre ambulatoire.
Moi, ce que je rajouterais simplement par rapport à ce qui était dit précédemment, c'est que le secteur public est très en retard par rapport au secteur privé sur cette pratique, hein, et que donc on assistera aussi, je pense, dans les années qui viennent, à un certain rééquilibrage, parce que les hôpitaux publics ne peuvent pas rester sans avoir une offre de ce type. Et c'est vrai surtout pour les hôpitaux universitaires qui ont traité ces activités avec un certain mépris, considérant que ce n'était pas forcément des activités de niveau universitaire. Et ça, il y a une prise de conscience qu'aujourd'hui, on ne peut pas enseigner la médecine ou la chirurgie sans pratiquer ces activités dans le cadre ambulatoire. C'est un peu une reconversion du côté des universitaires et donc aussi une nécessité pour eux de valoriser dans les cursus universitaires l'enseignement et la recherche sur les actes ambulatoires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez... tout à fait à la question financière, mais ça me semblait important d'évoquer ce point, parce que l'enseignement est aussi important et finalement il est tout à fait anormal que les universitaires ne se soient pas suffisamment intéressés à l'ambulatoire. D'accord. Est-ce que vous avez en tête des exemples de réalisation, que ce soit un succès ou un échec, de changements de pratiques, d'organisations différentes, d'organisations en interne où un accent fort a été donné sur des pratiques ambulatoires et comment elles se sont exprimées ces réalisations? Alors, il y a plusieurs éléments pour vous répondre. Il y a déjà les enquêtes de satisfaction qui sont faites auprès des patients et la grande majorité des patients préfèrent passer peu de temps dans nos établissements. Ça ne vous surprendra pas, mais nos patients à l'hôpital public, en centre de lutte contre le cancer ou dans les établissements privés aiment venir pour des périodes courtes et préfèrent retourner rapidement à leur maison et faire leur convalescence à la maison. Ça présente un intérêt au plan de l'hygiène hospitalière, c'est que moins on passe de temps à l'hôpital, moins on est exposé au risque d'infection liées aux soins, aux infections nosocomiales. Donc ça en soi, c'est déjà un succès. Répondre favorablement aux attentes des patients et limiter le risque d'infection nosocomiale, c'est quand même pas mal. Oui, il y avait une formule qui disait que l'hôpital était comparable au champ de bataille, c'est-à-dire que moins on y restait, moins on courait de risques. Ok, alors, bon, voilà, pour ce rapide tour d'horizon. Maintenant, si jamais on essaye donc de donner un petit peu de perspective concrète à ces pratiques ambulatoires, vous avez cité certains chiffres, vous avez dit qu'il y avait un potentiel de hausse, notamment peut-être plus dans le public, dans le sens où le privé a des pratiques ambulatoires déjà peut-être plus en avance, ou bon, en tout cas plus présentes. Est-ce qu'il y a concrètement des perspectives, par exemple, en termes de baisse de nombre de lits attendus? Est-ce qu'il y a des échéances et des dates de ce type-là qui peuvent s'exprimer, par exemple, en nombre de lits sur, je ne sais pas, que ce soit la construction de nouveaux hôpitaux qui tiendront compte de ces éléments-là que vous avez commencé à citer les uns les autres? Oui, sur le plan de la cancérologie, on attend une véritable transformation en matière de chirurgie, de prise en charge chirurgicale. Et d'ici les 5 ou 6 prochaines années, il est convenu globalement dans les centres que nous allons fortement développer la chirurgie ambulatoire, pour laquelle quand même l'objectif de 65% est raisonnable, puisqu'il y a encore 3 ou 4 ans, le ministère de la Santé parlait d'un objectif minimum de 80% de prise en charge globale en France en ambulatoire, se basant là-dessus sur des expériences, d'abord sur les autres pays, comme ça a été dit tout à l'heure, notamment les États-Unis, enfin, et puis aussi sur des expériences réalisées dans certains hôpitaux ou centres de lutte contre le cancer ou cliniques de France, où on atteint allègrement les 80%, y compris sur la cancérologie du sein. C'est le cas à Angers, par exemple. Tu dois l'avoir encore en tête.
Ensuite, donc cette augmentation de l'ambulatoire devrait quasiment doubler. Hein. La prise en charge pour nous, on pense qu'elle va doubler d'ici 5 ou 6 ans. Ce qui va quand même provoquer une certaine transformation et on pense que nous aurons, enfin ça va entraîner une baisse de 15 à 20% des lits dédiés à la chirurgie cancérologique. 15 à 20% de baisse de lits sur la chirurgie cancérologique. Ouais. Et la perspective, vous avez dit, c'est 4-5 ans à peu près, la perspective 5 ou 6 ans en 2020, voilà. D'accord. Sur une projection 2020. Est-ce que vous êtes les uns et les autres d'accord avec ces chiffres qui sont peut-être spécifiques à la cancérologie pour le coup? Non, on peut être d'accord. La science publique de Paris parle de réduction de ces périmètres fonciers de 10 à 15%. On est à peu près sur les mêmes idées. La seule chose, c'est que on va aussi avoir une nouvelle répartition entre... Allô, Monsieur Budet? Allô? Oui. Monsieur Budet, vous nous entendez? Je pense qu'il y a eu une coupure. Alors, peut-être en attendant de récupérer Jean-Michel Budet, Monsieur Ben Sadoun, allez-y. quelques mots sur le privé. Bon, le privé a largement engagé cette démarche de réduction de son bâti hospitalier. Aujourd'hui, lorsqu'on reconstruit une clinique, on la prévoit avec un nombre de lits très inférieur à ce qu'il était. Donc on peut dire ça, mais avec en contrepartie donc des redistributions entre établissements. Nous, ce qu'on prévoit aussi, c'est l'arrivée d'hôtels hospitaliers. Alors ça fait des années qu'on parle de cela, mais il me semble que le moment est venu d'installer des hôtels hospitaliers dans les grands centres en tout cas, pour permettre aussi l'hébergement de patients qui viennent de loin, puisque par rapport à ce que je disais précédemment, il y aura concentration des compétences et des plateaux techniques et donc nécessité aussi d'héberger les patients sous d'autres formes que l'hospitalisation à l'hôpital. Cette notion d'hôtel hospitalier, elle est largement partagée par le privé. Hein. Ça présente un intérêt en préopératoire et en post-opératoire. Ça permet effectivement à des patients qui habitent loin de venir un peu avant leur intervention et de ne pas être accueillis en structure médicale qui coûte cher à la collectivité, mais d'être accueillis dans des conditions hôtelières, en proximité de la clinique. Et il y a un deuxième aspect qui est important dans la transformation du bâti hospitalier et de nos établissements, c'est que dès lors qu'on privilégie ces prises en charge ambulatoires, il va vraiment falloir se poser la question de l'acheminement des patients jusqu'à nos établissements. Donc est-ce que c'est des moyens de transport publics? Est-ce que c'est plus de parking dans un contexte où les municipalités sont peu enclines à développer à la fois les axes routiers, à la fois les places de parking. Donc là, on aura sans doute un conflit de vision entre les pouvoirs publics et le monde de la santé. Est-ce qu'il y a concrètement des projets en cours que vous connaissez dans vos établissements ou dans des établissements voisins qui impactent et qui mettent en place de nouvelles organisations comme vous avez pu commencer à le citer? Est-ce qu'il y a des exemples connus avec des clés de succès déjà identifiées? Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais sur Nantes, on a un projet qui a emprunté la sémantique de l'aviation commerciale et qui s'appelle le Fast Track, qui est en fait une prise en charge ultra rapide des patients. L'idée, c'est d'accueillir les patients et de les amener au bloc en considérant qu'on n'a pas systématiquement besoin de les passer par un box, qu'ils n'ont pas besoin systématiquement d'aller dans une chambre avant d'aller au bloc opératoire, et de les amener dans une marche en avant qui va faire qu'ils vont passer d'une tenue civile à une tenue bloc opératoire, passer au bloc opératoire, avoir un temps de récupération surveillé par les anesthésistes et ressortir pour ce qui s'appelle, le terme n'est pas très joli, hein, une aptitude à la rue qui leur permettra de repartir chez eux avec une validation de leur état clinique
attestant de leur capacité à être autonome et à se reprendre en main. Et je confirme, le centre de Lyon a exactement la même approche. La question C'est qui vrai, peut se ça c'est poser, c'est des choses récentes qui ont été mises en place depuis peu de temps ou... Oui, à Lyon, c'est mis en place depuis quelques mois à peine. D'accord. Sur Nantes, ça se pratique pour l'ophtalmologie, ça marche assez bien. C'est une discipline qui s'y prête bien. La question qui peut se poser, c'est celle de sites dédiés. Bon, à Marseille, on est sur l'idée de thématiser totalement un de nos 4 hôpitaux à l'ambulatoire. Parce que bon, quand on regarde ce qui se passe notamment aux États-Unis, on voit que quand on va visiter les hôpitaux, on voit des pavillons totalement dédiés à l'ambulatoire, qui sont pratiquement sortis de la structure hospitalière, ambulatoire et par spécialité. Donc là, on parle un bloc opératoire qui ne serait dédié que à l'ambulatoire, avec du personnel dédié uniquement aux pratiques ambulatoires, c'est ce que vous voulez dire. Une structure totalement dédiée à l'ambulatoire. D'accord, ok. Donc cette question se pose à partir d'un certain volume d'activité. Si on veut être efficace, il faut bien avoir une organisation spécifique qui ne subisse pas la contrainte de l'organisation générale, qui est une organisation largement perturbée par l'urgence, par les activités lourdes, etc. Donc il y a une nécessité de mettre en place une organisation spécifique de prise en charge. D'accord. Ces perspectives que vous citez les uns et les autres, les projets qui ont démarré, qui sont en cours, qui vont l'être demain, vous avez commencé, je crois, par dire que la France avait plutôt tendance à rattraper son retard. Est-ce que vous confirmez effectivement que ces perspectives à 5-6 ans devraient nous permettre de rattraper certains pays, ou au contraire, vous pensez que les projets qui vont arriver dans les années, le court terme, nous mettront plutôt en avance sur cette pratique ambulatoire hospitalière? Alors, on avance sur certains pays, ça m'étonnerait, vu qu'ils ont déjà atteint des scores assez importants de chirurgie ambulatoire. Par contre, les rattraper, probablement, oui. C'est François Rouchette qui disait en début d'entretien qu'il y avait un obstacle lié à l'éloignement des patients qui vont gagner des plateaux ambulatoires et de la capacité du corps médical à permettre leur retour au domicile et organiser leur surveillance à distance. Je pense qu'il y a un élément qui est largement associé à la pratique ambulatoire, c'est celui de la télémédecine, de la télésurveillance, du télémonitoring, et je pense que les deux développements seront concomitants. L'un, le dispositif télémédecine complétant très bien la prise en charge ambulatoire. Très bien, Oui, d'autres commentaires Allez-y. Non, on peut partager ce point de vue sur la télémédecine. C'est sûr que la télémédecine, elle a servi dans un premier temps à répondre à des situations d'éloignement, et puis de plus en plus, elle est utilisée comme un élément d'expertise, mais progressivement aussi de soins à distance, donc, et puis de prise en charge continue. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette vision de l'apport de la télémédecine pour rendre opérationnel effectivement cela. Alors, il y a un autre point quand même qui mérite attention, je pense, c'est la qualité des soins et la qualité du service rendu et la nécessité de veiller à ce que ces activités ambulatoires ne se traduisent pas par des réhospitalisations rapides. Ça veut dire que on ne peut pas s'intéresser uniquement à une prise en charge de courte durée, mais qu'on doit assurer en quelque sorte le service après-vente. Et ce service après l'intervention et un suivi à domicile, effectivement. Et je pense qu'à terme, les hôpitaux, comme cela commence à être fait aux États-Unis, seront sanctionnés lorsqu'il y aura réadmission, réhospitalisation à la suite d'activités
activités chirurgicales qui pourront être évaluées comme n'ayant pas été satisfaisantes. Donc il faut qu'on soit très attentif à cela dans la mise en place de nos organisations. Alors justement, vous voyez, vous avez commencé à évoquer cette, je dirais, la dernière partie de notre échange pour essayer de fixer un petit peu les principaux impacts de cette transition. Alors, on en a, nous, listé et essayé d'imaginer quelques-uns, mais seront-ils principalement humains? Vous avez parlé de la prise en charge des patients. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un travail d'éducation? Quelle sera la perception, le niveau d'acceptation de ces pratiques-là, la qualité de soins? Est-ce qu'il y a des impacts qui seront principalement économiques sur la rentabilité par rapport à une hospitalisation complète et diverses conséquences? Et puis, en dernière partie, pour les industriels, est-ce que finalement cette transition va être représente des enjeux très importants sur, je ne sais pas, peut-être des nouveaux besoins, des nouveaux services à proposer, sur l'éducation thérapeutique du patient, par exemple, sur l'accompagnement pour le lien ville-hôpital, par exemple. Comment voyez-vous ces principaux impacts à l'avenir sur cette transition attendue? Alors, il y a des éléments qui concernent le préopératoire et d'autres qui concernent la prise en charge par elle-même et le post-opératoire. Sur le préopératoire, je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour se dire que la pratique ambulatoire ne peut marcher que s'il y a une organisation particulièrement bien mise en œuvre et éprouvée en amont de la prise en charge. Ça ne sert à rien d'aller vite au moment de la réalisation d'un geste si on a loupé les étapes d'admission, si on a loupé les étapes d'identitovigilance, de prescription médicale. Donc on doit, en amont de la prise en charge, être irréprochable, absolument parfait pour que la prise en charge ambulatoire ait du sens. Pendant cette prise en charge ambulatoire, il faut raccourcir les circuits et proposer un environnement médicalisé chaque fois que c'est nécessaire, mais pas au-delà. Et enfin, au-delà, dans l'aptitude à la rue et dans le retour au domicile, il y aura forcément des développements de nouvelles pratiques, des développements pour l'industrie. Je parlais tout à l'heure de la télémédecine, et vous avez raison de dire que cette pratique n'est possible que si le patient est autonomisé, en tout cas responsabilisé sur sa convalescence. Donc ça passe effectivement par sans doute de l'éducation thérapeutique et de la pédagogie sur la prise en charge. Et puis, au-delà, on aura sans doute besoin d'un accompagnement au retour à domicile et d'une hospitalisation à domicile pour les patients les plus fragiles. Écoutez, je pense que effectivement, ce qui vient d'être dit par M. Melsaloun est très vrai. Je vais l'illustrer par des exemples. À Toulouse, par exemple, en amont de la prise en charge, un passeport d'information est remis à chaque patient pour lui expliquer d'une façon très pédagogique, en tout cas c'est l'objectif, les différentes étapes qu'il va suivre avant son séjour, le jour de l'intervention, le jour de sa sortie et ensuite comment va s'organiser son retour à la maison. Parce que là, le patient doit être, comme disait M. Melsaloun à l'instant, extrêmement sollicité et responsabilisé dans son processus de soins et de retour à la bonne santé qu'on lui souhaite. Je crois que derrière, il y a aussi en post-opératoire, ce qui se pratique maintenant dans les centres qui font beaucoup d'ambulatoires, des rappels systématiques des patients le lendemain pour voir si tout s'est bien passé, et puis ensuite, bien sûr, mais ça se fait déjà en temps normal, une consultation quelques jours après pour contrôle et explication de la suite du traitement. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est par rapport à la technologie, c'est que cela suppose bien sûr le développement des dossiers patients et la prise en compte des données des instruments connectés. Parce que finalement, on va avoir de plus en plus d'équipements médicaux intelligents qui permettront un suivi des patients à distance. Et il faut qu'on intègre l'ensemble de ces données dans les systèmes d'information.
Donc c'est un vaste chantier, mais qui sécurisera le patient à domicile. Mais est-ce que ça impose que les industriels aient certaines pratiques ou relations avec vous-même différentes sur certaines thématiques? Est-ce que c'est même, je sais pas, est-ce que c'est des nouveaux matériels au bloc? Est-ce que c'est une approche différente? Est-ce que vous avez parlé peut-être d'accompagnement sur l'éducation? On peut supposer que les industriels pourraient éventuellement être vecteurs d'aide sur ces thématiques-là. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça où vous imaginez qu'un industriel devra raisonner ou en tout cas avoir une relation avec vous différente? Je pense notamment on peut imaginer que le passage de la pharmacie à usage unique hospitalière, à usage interne, pardon, on bascule principalement à la ville. Est-ce que là aussi c'est un enjeu particulièrement important et que les laboratoires ont peut-être un rôle à jouer dans cette transition dans la dispensation? Ou pas? Là, je sèche sur la question. Ouais. Je pense que c'est en marchant qu'on apprendra à marcher. Il y aura forcément des offres industrielles qui faciliteront la mise en œuvre et la réalisation de prise en charge ambulatoire. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même on a des axes forts dont on connaît les enjeux à mettre en œuvre avant de se poser les questions du détail. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres impacts concrets que vous imaginez? J'ai cité le premier en impact humain. Est-ce que concrètement, c'est des pertes d'emploi hospitaliers qui sont à venir et un transfert de charges peut-être sur des pratiques plus libérales? Est-ce que ça c'est une réalité ou pas? Alors, je ne sais pas s'il faut présenter les choses comme ça. Perte d'emploi, sans doute pas. Transformation des emplois, oui. De toute façon, je pense que vous pouvez demander. Enfin, je pense que les collègues qui interviennent seront d'accord pour dire qu'on a de toute manière de plus en plus de difficultés aujourd'hui à mobiliser des professionnels de santé sur des astreintes nocturnes ou des astreintes de week-end. C'est vraiment de plus en plus compliqué. Et de ce point de vue-là, la pratique ambulatoire va sans doute nous améliorer la gestion de nos personnels, du moins la facilité. Alors, dès lors qu'on fait moins de nursing à l'hôpital dans le cadre des convalescences, forcément, on va employer moins de personnel de soins. Pour autant, je pense qu'on assistera à un transfert des besoins plutôt vers la ville et le domicile, avec des patients. On sait très bien que l'enjeu du futur, c'est la prise en charge des seniors, avec des patients qui sont mieux chez eux qu'à l'hôpital et qui nécessiteront un accompagnement pour le maintien à domicile. D'autres remarques complémentaires Ouais. Tout à fait. Je pense que nous avons sûrement un travail important à faire du côté des aidants naturels ou, à défaut, vers des structures d'accompagnement à domicile. Bon, il faut quand même avoir à l'esprit que je dirais, en capacité de se prendre en charge tel qu'on pourrait le souhaiter. Hein. Il y a quand même une partie de la population en difficulté sociale, avec des environnements sociaux, familiaux difficiles, et donc enfin, nos objectifs qui peuvent être tout à fait louables risquent à un moment de se heurter à ces réalités sociales. Donc il faudra trouver à ce moment-là des solutions d'accompagnement pour que l'efficience hospitalière soit relayée au-delà de l'hôpital. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Dans certaines régions de France, je ne parle pas de celle dans laquelle je travaille actuellement, qui est la Champagne-Ardenne, mais dire aux personnes qui viendront se faire opérer en ambulatoire comme en non ambulatoire d'ailleurs, de venir à jeun, il faudra préciser à jeun égale aussi non alcoolisé. Oui.
pour rebondir sur ce que vous disiez sur certaines populations socialement défavorisées. Mhm. C'est Est-ce du qu'il y a cas qui se d'autres présente impacts fréquemment dans que certaines vous régions de avez France. Est-ce qu'il y a d'autres impacts que vous avez déjà que vous percevez autres que ce qui a pu être cité? Il y a sans doute un impact médico-légal qu'il ne faut pas sous-estimer. Aujourd'hui, l'hôpital, dans des prises en charge de type conventionnel, amène le patient au-delà de la convalescence et donc maîtrise le post-opératoire et maîtrise assez bien le risque septique. Dès lors qu'on laissera des patients sortir, gérer des plaies, eh ben on risque d'avoir des évolutions péjoratives et le risque médico-légal sera de savoir si la sortie a été prématurée et que c'est cet aspect prématuré qui est à l'origine d'une complication ou si c'est le patient dans sa gestion autonome qui a défailli. Et dans ce cas-là, on pourra demander si il a eu des éléments de formation et d'information suffisants pour être autonome. Donc on aura également une discussion médico-légale autour de la sortie post-ambulatoire. Très bien, bah écoutez Donc messieurs, ça pose vraiment, allez-y, pardon. ça pose vraiment le problème de la coordination des soins tout au long de la prise en charge du patient. C'est vraiment très important. Tout à fait. Alors justement, je pense ça fait 35 minutes à peu près, on va essayer de ne pas dépasser trop le temps. Je pense qu'on a essayé de faire un tour d'horizon, même si le sujet est évidemment vaste pour le traiter en si peu de temps, mais l'idée c'était vraiment d'avoir je dirais, votre voix ou les grands éléments clés de ce que vous pouvez penser. Quelques mots peut-être de conclusion pour l'un et l'autre sur cette grande thématique qui devrait avoir des impacts assez importants dans les années qui viennent. Écoutez, dire que finalement c'est le sens de l'histoire. Les développements technologiques, ceux de la microchirurgie, ceux de la chirurgie robotisée, ceux de la chirurgie de moins en moins invasive, ceux qui remplacent la chirurgie à ciel ouvert par de l'arthroscopie, par des célioscopies, nous amènent par ces modifications de pratique à de plus en plus d'ambulatoires. Je l'ai dit tout à l'heure parce que c'est une réalité. Les enquêtes de satisfaction des patients montrent que c'est la volonté des patients. On sait qu'en termes de risque nosocomial, c'est également une amélioration. Et enfin, on a tous la préoccupation des deniers de la collectivité. La pratique ambulatoire est normalement une pratique moins coûteuse. Pour toutes ces raisons, la chirurgie ambulatoire, les prises en charge ambulatoires sont forcément amenées à se développer et il faut sans doute en accepter l'augure et y voir tout l'intérêt qu'on y trouvera. Très bien, merci Monsieur Ben Sadoun. Pour rebondir à ce que vient de dire notre collègue à l'instant, les enquêtes de satisfaction mesurent un taux de satisfaction qui est souvent supérieur à 90% de la part du patient et de sa famille. C'est une source HAS d'avril 2012. Plus de 97% l'auraient conseillé à quelqu'un ou se seraient fait opérer eux-mêmes en ambulatoire après coup. Vous voyez. Donc manifestement, comme le disait à l'instant M. Ben Sadoun, c'est le sens de l'histoire, il faut absolument y aller, et je crois que c'est valable, y compris pour les pathologies lourdes, y compris en cancérologie. Et ça, c'est un changement de pratique et de paradigme de la part de ceux qui prennent les patients en charge. Merci à vous, Monsieur Rouchette. Monsieur Bidet, quelques mots. Oui, effectivement, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que ce sont des pratiques moins agressives et qu'elles répondent à l'attente des patients, que ce soit en chirurgie ou en médecine. C'est ce que attendent les patients, une prise en charge la plus légère possible et la moins longue possible. Donc ça répond à la demande des patients et à la demande des personnels aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça suppose de notre part ce qu'on
dans le langage anglo-saxon, on parle d'agilité. Il faut que nos organisations fassent preuve d'une certaine agilité pour s'adapter à cela et puis offrir d'une certaine façon plus de qualité pour moins cher et donc au total un meilleur service. Donc je pense que c'est un objectif qu'on va tous partager dans les mois et les années qui viennent. Très bien, bah écoutez, merci Monsieur Bidet, merci encore à vous trois. Je crois qu'on va pouvoir, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ces derniers mots. À nouveau, je vous souhaite eh bien une très bonne année 2014 et puis prochain rendez-vous, je pense dans les mois qui viennent, il y aura une nouvelle thématique qui sera abordée et on pourra éventuellement vous solliciter à nouveau. Encore une fois, merci et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.